Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en direct pour cette méthodologie de la note de synthèse. J'ai décidé de diffuser cette vidéo à partir de la page de Chronique d'un maître de conférence, qui est l'ouvrage que j'ai écrit, qui va paraître à la fin du mois, à savoir le 22 mars euh, aux éditions Henrik P. Tout simplement parce que, en termes de pédagogie, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de manques et également de fantasmes autour de cette épreuve-là, qui est une épreuve de note de synthèse, qui est une épreuve certes particulièrement délicate, parce que souvent on ne traite pas du tout de cette épreuve lors des différents exercices qui vous sont proposés à la fac, et puis par la suite, lors des différents concours et examens, on doit véritablement composer sur la note de synthèse. Alors, plus encore, ce que j'ai constaté par ailleurs, c'est que dans l'enseignement de la note de synthèse, parfois, l'enseignement va être déroutant. Alors pourquoi l'enseignement va être déroutant? Parce que lorsque l'on enseigne la note de synthèse, on est obligé de se fonder sur certains noms, enfin sur les méthodes qui existent à l'heure actuelle. De façon assez schématique, on va dire qu'il y a d'abord comme méthode la méthode scientifique, la méthode littéraire. Un enseignant arrive, il vous explique sa méthode, la façon dont il fonctionne, et souvent l'étudiant est désemparé. Et c'est là justement où interviennent les différents conseils que je vais essayer de vous donner, en espérant qu'ils vous soient utiles. Alors, je vais me présenter, et justement dans le cadre de cette présentation-là, c'est là où je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelle peut être l'utilité véritablement de ce type d'exercice. Je suis Michael Benelou, je suis maître de conférence des universités. J'ai passé l'examen d'avocat il y a de nombreuses années et je dois avouer que cette épreuve de note de synthèse, j'étais absolument nullissime. J'avais suivi une préparation pour avoir l'examen et la préparation, je n'arrivais pas à comprendre cette épreuve. Par la suite, à la fac, puis en prépa, et simultanément dans les deux, j'ai été conduit à constater un certain nombre d'éléments et justement à affiner ma propre méthode. Et c'est là où j'ai compris tout simplement qu'il n'y a pas de bonne méthode. Il y a autant de méthodes que d'étudiants, simplement il faut que l'étudiant trouve, et pour ce qui est de l'examen d'avocat, on a quand même jusqu'au mois de septembre pour se faire, sa propre méthode, qu'il puisse la forger. Alors bien évidemment, cette vidéo n'est pas destinée à faire ici à remplacer un cours. Il faut suivre des cours de notes de synthèse pour apprendre comment on compose. Simplement, je vais vous donner quelques trucs et bien évidemment également, si vous avez des questions au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser, hein, je m'efforcerai d'y répondre. Et comme ça, donc on pourra ensemble justement faire de cette vidéo un exercice qui sera un exercice particulièrement utile. Alors, parmi les différentes constatations, pour ma part, ce dont je me suis assez rapidement rendu compte, c'est que mon attention, comme d'ailleurs celle souvent des étudiants, dure approximativement 40 minutes. Pendant 40 minutes, j'arrive à me concentrer pleinement sur quelque chose. Au bout de 40 minutes, un événement extérieur va me perturber. Alors, quand je suis en train de travailler chez moi ou dans un bureau, c'est le moment où je vais aller prendre un petit café, c'est le moment où je vais programmer une séance de run, c'est le moment où je vais passer un coup de fil, envoyer un texto. Lorsque je suis en train de composer à proprement parler, là, ça va être le moment où je dois passer à autre chose parce que mon attention est en train de tomber et que je vais avoir un certain nombre de pollutions qui vont venir et qui vont intervenir pour faire en sorte que, de façon générale, je serai conduit à penser à toute autre chose qu'à l'exercice sur lequel je compose. Donc, j'ai découpé ma façon de procéder tout simplement en plusieurs phases. Et la première phase, c'est cette phase de 40 minutes, phase de lecture. Cette phase de lecture de la note de synthèse, elle va débuter pour ma part tout simplement par le fait de travailler systématiquement autour de la page de garde. Alors, la note de synthèse a un thème, je regarde ce thème et je consulte la page de garde. Avec la consultation de la page de garde, plusieurs éléments doivent ressortir. D'abord, le premier aspect, je vais noter l'ordre de lecture des différents documents avec cette menace-là que je me fais tout seul en me disant, au bout de 40 minutes, ce que je vais lire ne servira quasiment à rien. Donc, les premiers documents que je vais lire doivent être des documents qui sont assez essentiels. Et je classe les différents documents. Donc, je mets un chiffre simplement sur la gauche
qui va me permettre de classer ces différents documents dans l'ordre de lecture. Pour ma part, l'ordre de lecture optimal réside tout simplement de commencer par les articles de doctrine, qui sont les articles de doctrine qui sont les plus récents, pour parvenir aux plus anciens. Pour quelle raison? Les articles de doctrine plus récents, souvent, vont englober un certain nombre de thématiques qui sont repris, de façon plus détaillée certes, mais par les articles de doctrine plus anciens. Donc je prends les articles de doctrine plus récents, et c'est dedans que je vais pouvoir trouver un certain nombre d'éléments. Mais la façon dont je procède est une façon, une nouvelle fois ici, qui vise et qui tend à essayer de faire un exercice qui est un exercice assez rapide. En ce sens, ce que je vais tenter de faire, c'est tout simplement, lorsque je lis un article de doctrine, j'essaie de cibler les informations essentielles de cet article. D'abord, premier élément de l'article, savoir qui est l'auteur. S'agit-il d'un auteur passé à la postérité? Si c'est un auteur passé à la postérité, je vais pouvoir le citer dans le corps du texte. Un auteur passé à la postérité, ensuite, c'est un auteur qui, de façon générale, soit est décédé, soit est véritablement une sommité dans sa matière. Ensuite, je vais regarder la signature. Est-ce qu'il signe en tant que praticien, auquel cas j'aurai des aspects et des éclairages qui seront des éclairages pratiques, ou de théoricien, auquel cas là, je vais avoir justement la doctrine, la philosophie, l'inspiration, et également ce qui va justifier la note de synthèse. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir développer et indiquer justement ce qu'il en est. Ensuite, par rapport aux articles de doctrine, je vais regarder quelle est la revue qui publie cet article de doctrine. S'agit-il d'un théoricien qui publie dans le cadre d'une vulgarisation de son œuvre, par exemple dans la presse quotidienne? S'agit-il ici d'un praticien qui publie dans un article qui est consacré tout simplement à d'autres praticiens? Ce peut être véritablement ici un balancement qui est un balancement assez utile, et de voir de quelle façon, et bien justement, à qui il va s'adresser, de quelle façon. Les articles de doctrine sont systématiquement bâtis de la même façon. Je le sais parce que j'essaye d'écrire très régulièrement des articles de doctrine, et ces articles de doctrine sont bâtis de la même façon. La façon dont on bâtit ces articles est simple. Au tout début, il y a un abstract, et cet abstract-là va indiquer véritablement tout ce qui figure dans l'article. Le début est également important. On rappelle tout ce qui conduit à la thématique de cet article, et on envoie de façon assez forte la problématique. Les propositions viennent à la fin. Il y a également un plan dedans, plus parfois un certain nombre de citations. Donc, n'ayant jamais été capable de faire ce que l'on appelle la lecture en diagonale, qui consiste à lire un mot par ligne, en changeant le mot en question, j'ai jamais réussi à faire ce truc-là. Donc, du coup, je suis passé dans une autre dynamique. Je lis certains paragraphes de façon très approfondie, et d'autres beaucoup moins. Le tout début est indispensable, les chapeaux et les transitions, le plan, la conclusion. C'est ce qui, pour moi, me paraît absolument essentiel. Et je vais en retenir, de cette façon-là, un certain nombre d'éléments. Alors, les différents éléments que je retiens vont par la suite donner lieu à un certain nombre aussi de prises de notes. Pour sa part, je vous en reparlerai justement par la suite. Voilà par rapport à cette lecture-là. Mais au moment où je vais commencer à lire le document, avant cela, et avant même d'entamer les lectures des différents aspects, ce que je fais, je note les différents documents par un système d'étoiles. Je les note de 1 à 4 étoiles. Généralement, les articles de doctrine récents vont être affublés d'un nombre d'étoiles de 3 à 4. Par ailleurs, une fois que j'ai lu la doctrine dans l'ordre que je vous ai donné et affublé donc chaque article de chaque document d'un nombre d'étoiles, ce que je fais, je passe à la jurisprudence. Ça paraît totalement contradictoire. Je devrais, en toute logique, passer à la loi. Non, je passe à la jurisprudence, de la plus récente à la plus ancienne. Pourquoi ? Lorsque je passe à la jurisprudence, je me dis que les articles de loi que je vais trouver par ailleurs sont nécessairement appliqués par ces jurisprudences. Donc la jurisprudence va à la fois me donner des informations par rapport à l'interprétation d'un texte, mais aussi par rapport au texte lui-même. Jurisprudence, donc plus récent ou plus ancien, puis article de loi que je vais lire, et enfin le reste. Le reste, c'est absolument tout, et c'est aussi n'importe quoi. C'est tout ce qui est. Ce peut être des analyses statistiques, ce peut être des articles de presse, ce peut être aussi des documents qui n'ont absolument rien à voir avec l'objet en eux-mêmes. Ces articles-là, ces documents-là, ne seront affublés que
d'une étoile. Pour les articles de loi, 2 à 3 étoiles sont largement suffisants. 3 étoiles s'il s'agit d'un article qui pose un principe. 2 étoiles s'il s'agit d'un article qui, par contre, ici, est simplement illustratif, explique une règle. À la fin de cette première phase, j'ai donc commencé par la doctrine, et au bout des 40 minutes, dans la meilleure des situations, j'ai quand même assez fortement entamé la lecture de la note de synthèse. C'est-à-dire que j'ai lu quasiment toute la doctrine, qui souvent va englober les jurisprudences essentielles et les articles de loi, et j'en suis à lire différentes formes de jurisprudence. C'est là, à partir de ce moment-là, où je vais commencer ici à réfléchir à mon plan. Alors, je continue à lire pour, ici, tout en surlignant toujours, pour essayer de voir et justement pour essayer de valider mes différentes hypothèses, mais en fait, mon idée est déjà quasiment établie et je vais devoir assez rapidement passer au plan. Alors, voilà par rapport à l'ordre de lecture, la façon dont je procède. Et une fois que je vais pratiquer le plan, c'est là où je vais utiliser mes étoiles. Je finis la lecture et parfois, suite à la lecture, je me dis quand même, tel document n'était pas si important, je lui retire une étoile. Tel document était très important, je lui rajoute une étoile. Attention sur ce point, la raison pour laquelle je vous dis de 1 à 4 étoiles, c'est pour avoir justement la possibilité de passer de 1 étoile à 0. Un document qui aurait 0 étoile serait un document complètement hors sujet. Je vous indiquerai par la suite comment on fait justement pour utiliser des documents qui sont hors sujet. Par contre, si j'ai un article 4 étoiles et que je le fais passer à 5 étoiles, c'est qu'il s'agit de mon document cardinal, primordial, essentiel. Alors, je sais qu'on vous dit parfois que toutes les notes de synthèse contiennent ce type d'article. C'est faux. Les notes de synthèse contiennent un document essentiel uniquement lorsque leur auteur indique qu'il s'agit d'un document essentiel et a bâti la note de synthèse autour de cet article, ce qui n'est pas systématiquement le cas. Donc une fois l'ordre de lecture établi, j'ai un certain nombre d'étoiles. Et c'est là où je m'inspire un peu de la méthode scientifique. Comment est-ce que je vais m'en inspirer? Tout simplement en calculant le nombre total d'étoiles qui a été prodigué. Et là, j'ai essayé d'établir une sorte de règle par rapport à la façon de citer les différents documents. Pour ma part, dans cette règle-là, ce que je cherche à établir, c'est essayer de faire une concordance entre les différentes sous-parties. J'entends par là que mon introduction est une partie importante. Mon introduction en termes de longueur va épouser à peu près le même type de critères que le grand 1A. Il sera un petit peu plus court, mais aura une importance qui est une importance essentielle. Dans l'introduction, généralement, alors on voit maintenant avec justement la Commission nationale ce qu'elle en a dit, mais généralement, dans l'introduction, je vais me baser sur 3 documents. 3 documents, dont un document, 3 ou 4 étoiles. Ensuite, dans chacune des sous-parties, je vais citer les différents documents. Si j'ai un document 3 ou 4 étoiles, je n'hésiterai pas à le citer 3 fois, et a priori, ces 3 fois, ce seront dans les parties essentielles. L'intro, le grand 1B et le grand 2A. Pour les documents qui sont moins bien notés, là, je vais les utiliser, mais les utiliser et les citer moins, dans des parties moins importantes également. Et donc je cherche comme ça à bâtir mon plan de façon à équilibrer les différentes sous-parties. En termes de nombre d'étoiles par rapport au document, ce que je vais faire, ça va être tout simplement d'attribuer un certain nombre d'étoiles par partie, et donc d'essayer de faire en sorte que le nombre d'étoiles de la partie 1 corresponde peu ou prou au nombre d'étoiles de la partie 2. Quand je cite un document, je reprends le nombre d'étoiles qu'il y a. Par exemple, j'ai le document 5 qui a eu 3 étoiles, le document 7 qui a eu 2 étoiles, ça fait 5 étoiles, et j'essaie de voir ce qu'il en est. Et j'essaye aussi, si possible, d'équilibrer entre le grand 1B, le grand 2A, pour qu'il y ait donc entre chaque partie un nombre d'étoiles équivalent, entre le grand 1B et le grand 2A un nombre d'étoiles à peu près équivalent et un même nombre de documents cités. Pareil, entre le grand 1A et le grand 2B, il faut un nombre d'étoiles qui soit équivalent entre ces deux sous-parties, mais légèrement inférieur aux autres sous-parties. Le grand 1A et le grand 2B étant des sous-parties moins importantes
que le grand 1B et le grand 2A. Alors, voilà, on va dire de façon assez abrupte et de façon assez générale, la façon dont je procède. C'est une façon de procéder qui est une façon de procéder qui, de ce point de vue-là, on va dire, pour ma part, a conduit quand même à un certain nombre de déblocages. Les déblocages dont il s'agit, et je vous le rappelle encore une fois, surtout vous n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. L'idée de faire une vidéo ici par Facebook Live et non pas directement une vidéo que j'aurais pu ici mettre sur ma chaîne YouTube consiste justement à ce que vous puissiez interagir et me faire part des éventuelles difficultés que vous avez. Pour ma part, comme je vous ai dit, ces difficultés, ce n'est pas une difficulté de concentration, parce que en discutant avec les étudiants, et notamment nos étudiants à Sud-Barreau, ce que l'on constate le plus fréquemment, c'est que cette même difficulté est partagée par certains. On n'est pas égaux face à la note de synthèse. La méthode littéraire, elle est très bonne pour les étudiants qui sont habitués à procéder de cette façon-là, à retranscrire ce qu'ils voient. Pour ma part, j'ai beaucoup progressé en note de synthèse entre, donc, comme je vous l'ai dit, le moment où j'ai passé le CRFPA et le moment où je l'ai enseigné. Et entre-temps, c'est le moment où justement j'ai eu mon activité d'avocat. Mon activité d'avocat qui consistait à découvrir des dossiers, alors je vous passe les différentes hypothèses dans lesquelles j'ai été conduit à découvrir ce type de dossier, mais on récupère des dossiers, parfois qui ont été déjà débroussaillés et extrêmement mal classés par des confrères, et justement, l'idée, on récupère un gros dossier, donc on a un bottom, 1000 pages, et on se dit, tiens, voilà, pour essayer d'appréhender ce dossier, dans le meilleur des cas, j'ai une après-midi pour ce faire. On l'ouvre, et là, souvent, le dossier vous explose au visage. Et vous essayez de trouver les éléments qui sont les plus pertinents par rapport au thème. Et c'est ça, finalement, la note de synthèse. Essayez de trouver, de découvrir, ou en tout cas de retranscrire, la pertinence par rapport à un thème, une thématique qui vous est donnée. Alors, pour ce faire, c'est la raison pour laquelle j'ai bâti cet ordre de lecture. Pourquoi ? Parce que justement, dans les dossiers que j'avais en tant qu'avocat, je bâtissais ce même ordre de lecture. J'essayais de voir les documents, les aspects les plus récents, parce que je ne voulais pas qu'il y ait une date qui est exposée, et puis par la suite, je remontais au fur et à mesure l'historique du dossier. Voilà, alors il y a une bonne question ici d'un de vos camarades qui dit que en cas de mauvaise affectation des étoiles, il peut y avoir des conséquences néfastes sur la qualité du plan. Effectivement, c'est le grand risque. Il y a une prise de risque dans la note de synthèse. Simplement, cette prise de risque, monsieur, c'est une prise de risque qui est calculée. J'entends par là que si vous prenez le risque de faire une note de synthèse, qui va être une note de synthèse qui, de ce point de vue-là, va être avec, enfin, quand on inflige et qu'on sanctionne, juste un instant. Voilà. Simplement, je vous disais que lorsque l'on a une note de synthèse sur laquelle on travaille et que cette note de synthèse, on met un certain nombre d'étoiles, on peut que très difficilement se tromper. On peut difficilement se tromper en ce sens que si vous donnez un nombre d'étoiles qui est insuffisant ou trop élevé, à la lecture, vous allez gommer ces différents aspects. Un article de doctrine, s'il est présent, c'est qu'il va apporter quelque chose. Mais très rapidement, vous allez vous rendre compte si vous vous trompez ou pas. Je vous donne un exemple. On est sur une note de synthèse, on va dire une note de synthèse très classique, la peine de mort. Voilà, la peine de mort. Et là, vous voyez un article de Badinter sur la peine de mort. Eh bien, ce qu'il y a d'absolument radical, c'est qu'a priori, on va se dire, ça y est, j'ai mon document important, je vais tout de suite lui affubler 4 étoiles, je commencerai la lecture, ou très rapidement la lecture à venir, sur ce document-là. J'arrive et je vois que l'article en question est finalement un article de vulgarisation qui est une tribune où Badinter s'exprime à un moment donné sur un dossier. Je suis très déçu, il ne s'agit pas de ces magnifiques plaidoiries qu'il a fait sur la peine de mort, il ne s'agit pas non plus de la proposition du projet de loi qu'il avait soutenu devant le Parlement, ni même d'un discours dessus. Je vais dans ce cas-là réduire le nombre d'étoiles, qui va rapidement passer de 4 à 2. Donc, il y a des façons de s'en sortir. Assez rapidement, je vais voir ce dont il s'agit. Alors, j'espère que j'ai répondu de cette façon-là à votre question. Pareil, de la même façon, la jurisprudence, au départ, on va dire, ça n'a pas d'importance, voire même sur la jurisprudence, mais on y reviendra pour savoir s'il faut faire ou non une deuxième vidéo de ce type-là. C'est-à-dire que
La jurisprudence, je ne cite pas du tout de la même façon un arrêt d'assemblée plénière, un arrêt de chambre, un arrêt par ailleurs de cour d'appel et un arrêt ici qui serait rendu par une autre juridiction. J'entends par là que sur certaines thématiques, on peut avoir des arrêts qui sont rendus par la Cour de justice de l'Union européenne ou encore de la Cour européenne des droits de l'homme. Il en est de même des décisions du Conseil constitue ou encore même des jugements des tribunaux. On en trouve dans certaines notes de synthèse. Autre élément, ici, je vois que vous avez des interrogations. Je crois que c'était vous, Philippe, autour de l'introduction. Sur l'introduction, je vous rappelle qu'il y a des consignes de la Commission nationale. J'ai partagé justement ces consignes à la fois sur la page Sud-Barreau, mais également sur Actualité CRFPA. Il faut suivre à la lettre ces consignes. On vous dit de ne pas formuler une problématique. Je ne suis pas à l'aise avec ça, parce que quand vous ne formulez pas de problématique, le problème c'est que le plan est un plan super descriptif, et ça on y reviendra par rapport aux intitulés. Un plan descriptif, au mieux, vous conduit à 10 ou 11. Il faut problématiser. L'introduction doit être destinée à faire état de la tension juridique. La tension juridique, finalement, c'est d'essayer d'amorcer une problématique. Alors, si vous n'avez pas à poser de questions, vous ne posez pas de questions. Mais ça n'empêche pas d'envisager une problématique. Une problématique, c'est tout simplement évoquer une tension juridique lorsqu'on évoque la peine de mort, et il ne faut surtout pas que cette problématique soit formulée sous la forme d'une question qui appelle une réponse par l'affirmative ou la négative. En aucun cas. Au contraire, il faut développer une thématique qui est une thématique d'ordre juridique. Alors, sur certains sujets, c'est sûr, ça va être difficile d'essayer de développer des aspects qui sont des aspects que vous-même vous ne soutenez pas. L'hypothèse type, ça va être quoi? C'est si vous essayez ici d'avoir une note de synthèse, vous avez une note de synthèse sur la peine de mort, et que votre problématique consiste à dire est-ce que la peine de mort c'est bien? Non, là votre problématique est absolument nulle, elle ne va rien sous-tendre. Mais vous pouvez avoir une note de synthèse sur la peine de mort qui est une note de synthèse avec énormément de droits comparés. Justifiée ailleurs, elle est bannie ici. Il faut voir pour quelle raison. Pour quelle raison, ici, il y a parfois même dans la façon de raisonner par rapport à la justice. C'est là où les documents sont importants. C'est là où la neutralité est essentielle. On ne plaque pas sur une note de synthèse ses propres argumentaires. Alors, l'introduction, elle est importante pourquoi? Pour délimiter le sujet, pour en cerner les contours. On va débuter par une introduction, une forme d'introduction en entonnoir. Le sujet, on ramène au sujet à proprement parler, et là on évoque la tension juridique, mais telle, Philippe, qu'elle apparaît dans véritablement la note de synthèse. Surtout, ne pas calquer ses propres raisonnements. Ça, c'est un des aspects essentiels par rapport à la note de synthèse. Après, bien évidemment, on pourrait essayer de développer à votre convenance sur la façon dont on bâtit le plan et aussi les titres en eux-mêmes. Pour ma part, et au sein de la structure, au sein de Sud-Barreau, là où on sait déjà si une copie a la moyenne, si c'est une très bonne copie ou si c'est une mauvaise copie, c'est à partir des titres. Alors, vous me demandez maintenant, justement, dans l'introduction, comment est-ce qu'on justifie le plan? C'est un des apports de l'étudiant. Ce que j'entends par là, c'est à vous de justifier le plan. On ne justifie pas le plan par un document. Le plan, pour ma part, est une réponse à votre problématique. Mais la problématique doit être envisagée à travers la note de synthèse, mais comme cette tension juridique. Quand vous avez l'habitude de formuler une problématique sous forme de question, vous le faites, mais même, je pense, c'est essentiel au brouillon, d'essayer de poser. Alors, j'ai un petit truc, vous l'avez compris ici, je ne développe pas une méthode universelle de note de synthèse, simplement de vous donner des conseils et astuces le jour J, et non pas d'essayer de calquer sur vous des éléments qui sont des éléments délicats. Pour ma part, ce que je fais, c'est je pose une question qui commence par dans quelle mesure, qui me permet de ne pas avoir une réponse par la positive et à la négative, et par ailleurs, par la suite, ce dans quelle mesure va introduire un plan qui est une forme de plan type. Différents plans types ont été établis au sein de notre structure justement pour permettre de répondre à ça. Il y a souvent des cohérences et des incohérences. Il y a souvent le maintien et l'évolution. Il y a souvent une adaptation, une démonstration. Ce que j'entends par là, c'est que j'utilise beaucoup dans les différents termes de la note de synthèse, je vais beaucoup utiliser des termes qui sont des termes qui montrent un mouvement. Dans le mouvement, il y a une action,
et dans l'action, il y a une tension. Ce que j'entends par là, c'est quand vous évoquez la transformation, la mutation ou l'immobilisme, ce sont des termes qui sont des termes assez forts. Voilà ce qu'il en est à proprement parler. Alors, vous me posez maintenant des questions sur cette introduction. Cette introduction, est-ce qu'il faut citer ou non des documents? J'aurais pu vous répondre IEJ par IEJ jusqu'à encore il y a un an. Aujourd'hui, la Commission nationale vous dit, voilà, finalement, là on a une cote qui est mal taillée, donc on va essayer de citer, le cas échéant, un certain nombre d'éléments. Moi, ce que je vous conseille par rapport aux différents documents, et notamment le document hors sujet. Le document hors sujet, je ne vous cache pas que c'est quelque chose que, pour ma part, j'aime beaucoup. Non pas pour piéger l'étudiant, mais pour voir comment il va s'en sortir avec ce document. L'idée, de façon générale, c'est l'introduction en entonnoir, encore une fois. Quand on a une introduction en entonnoir, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. Alors, je vais faire des signes qui rentrent dans le cadre de la caméra. Introduction en entonnoir. Donc il y a un moment donné où je traite le sujet, j'arrive au sujet, mais avant je suis en dehors du sujet. Et quand je suis en dehors du sujet, ça signifie que quand je définis un sujet, finalement je peux dire le sujet ce n'est pas, le sujet ce n'est pas, et finalement dire le sujet c'est. L'hypothèse type c'est quoi? C'est justement dans ce n'est pas d'orienter l'interprétation que l'on pourrait avoir du sujet autour, ici, d'une notion qui est étrangère. Je vous donne un exemple type que je connais très bien, sur lequel justement j'ai fait travailler mes étudiants, c'est le mariage homosexuel. J'évoque le mariage homosexuel, et dans le mariage homosexuel, j'avais fait une note de synthèse dans laquelle, alors si mes étudiants écoutent, j'aimerais qu'ils n'écoutent pas la suite, quelques petits instants, j'ai évoqué justement un texte relatif à l'adoption simple. Non pas dans le cadre d'un couple qui serait de même sexe, mais dans le cadre d'un couple, ici, de sexe différent, où je crois que c'était la belle-mère qui adoptait de façon avec une adoption simple l'enfant de son conjoint. Ça n'a rien à voir avec le mariage homosexuel. L'idée, c'était justement dans mon introduction en entonnoir de dire le mariage homosexuel, ce n'est pas la conjugalité, les nouvelles formes de conjugalité. Ce n'est pas rajouter un autre lien que le lien par le sang ou le lien biologique. Le mariage homosexuel, c'est l'union de deux personnes de même sexe. Voilà. J'ai comme ça introduit et mis, utilisé mon document, qui était mon document ici, qui était complètement en dehors de la thématique. Pour l'introduction. L'introduction, moi je vous conseille de la rédiger au brouillon. Mais une nouvelle fois ici, attention, vous vous rendez bien compte que moi je ne vous fournis pas ici un cadrage qui est un cadrage minuté. Nous ne sommes pas égaux face justement à cette épreuve de 5 heures. Je vous ai dit, je peux lire vite parce que j'ai une méthode qui me permet de lire vite et surtout moi j'ai 40 minutes d'autonomie. D'ailleurs ces 40 minutes, vous le constaterez pour ceux d'entre vous qui me connaissent, c'est également quelque chose que j'applique en cours, estimant que les étudiants eux-mêmes ont une autonomie de 40 minutes, et vous verrez cette vidéo, je pense qu'elle s'interrompra aux alentours, comme d'habitude, de 40 minutes. 40 minutes, c'est le moment où je mets un exemple. Comme ça, les étudiants ont une respiration, ce qui me permet par la suite de continuer justement l'explication. Alors, comme je vous le disais, nous ne sommes pas égaux face à cette épreuve-là de note de synthèse, donc je ne vais pas minuter moi-même la note de synthèse, je ne vais pas vous dire qu'il faut en tant de temps parvenir à ça. Pour l'introduction, moi je la rédigeais au brouillon parce que ce que je me dis de façon générale, c'est concrètement... j'essaie de lire les questions en même temps, c'est un petit peu difficile. C'est-à-dire que ce que j'essaie de faire, c'est que concrètement, l'introduction, je vais mettre les grandes lignes au moment de l'élaboration du plan pour voir quels documents sont cités dedans. Par la suite, je rédige l'introduction en elle-même, je vois si elle est bien calibrée, si elle annonce bien le plan, si elle problématise suffisamment le sujet, et puis par la suite je recopie. Pourquoi? Je n'écris pas très bien, je l'avoue, et puis par ailleurs, aussi surtout, je pense au correcteur. Parce que moi je mets 5 heures pour ma note de synthèse, combien de temps va passer le correcteur à la corriger? Alors je sais que quand je pose cette question aux étudiants en prépa, ils me disent, oui alors monsieur, ils vont passer au moins une demi-heure par copie. Mais alors détrompez-vous. Les meilleurs correcteurs que l'on voit passent à peu près un quart d'heure. Et qu'est-ce qu'ils vont lire en priorité sur cet exercice spécifiquement? Sur cet exercice, ils vont lire le plan, l'intro, et également si vous citez tous les documents. Voilà ce qu'il en est. Alors, ce qu'il en est, c'est ça. Et maintenant, la façon dont on va procéder, c'est de la façon suivante. C'est-à-dire que
Quand vous posez la question ici, 3 questions sont suivies là-dessus. Comment faire les différentes articulations du plan? Comme je vous l'ai dit, ici, on a une problématique, c'est-à-dire une démonstration. Une démonstration, c'est quoi? Moi, j'ai un fil rouge. Je sais où je veux aller. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'arrivent pas, pour l'instant, à faire une note de synthèse, pensez à des aspects logiques. Parmi les différentes logiques, il y en a une que tout le monde maîtrise parfaitement. C'est la chronologie. Chronologie, c'est déjà une forme de logique. Attention, je ne dis pas que ça s'applique à toutes les notes de synthèse, mais à certaines d'entre elles. Voyez dans certaines notes de synthèse, est-ce que finalement on n'a pas le droit antérieur, la remise en cause, et le droit nouveau? Droit antérieur grand 1, remise en cause grand 1A, grand 2A, et justement, donc par la suite, le contenu de la disposition. Et après ce prisme chronologique, on peut le faire bouger. Peut-être que le droit a été mis en cause, que le droit nouveau a été adopté, mais qui crée de nouveaux problèmes. Dans ce cas-là, on va avoir le droit tel qu'il existe dans un grand 1B, puis par la suite, les nouveaux problèmes qui sont susceptibles de survenir grand 2A, et donc une nécessaire ou une indispensable nouvelle réforme grand 2B. Voilà ce qu'il en est par rapport au balancement. La logique, c'est aussi un certain nombre d'aspects. La France, mais comme un certain nombre également d'autres démocraties, est particulièrement frappée, n'en déplaise à certains, de ce que l'on appelle un enchevêtrement d'espaces normatifs. Face à un problème donné, nous avons plusieurs paradigmes juridiques. Vous voyez, les termes sont des termes mignons. Ces termes-là, on peut les utiliser dans des plans, bien évidemment. Et ce sont des termes qui frappent. Quels sont ces paradigmes juridiques? D'abord, premier paradigme, le paradigme interne. Prenons un autre exemple type. Alors celui-ci, je suis désolé, je partage beaucoup de choses au droit pénal, c'est ma spécialité. Celui-ci a trait au droit pénal. Une nouvelle fois, je reprends mon exemple de la peine de mort. Alors la peine de mort, qu'est-ce que je vais envisager d'abord? Bien évidemment, je vais envisager les décisions, s'il y en a, qui ont été rendues en matière de peine de mort. Je vois des décisions de cour d'assises dans ma note de synthèse, je les évoque. Je vois également des articles de droit. Je les évoque aussi. Premier prisme, le droit interne. Là, il me semble qu'il n'y a que la chambre criminelle susceptible d'être compétente. Mais on peut aussi trouver des dispositions par rapport, justement, à ce qu'on appelait autrefois la mort civile. Bon, autre façon de concevoir les choses sous l'angle du droit constitutionnel, sous l'angle du droit des droits de l'homme. Ce que j'entends par l'expression droit des droits de l'homme, c'est la CEDH, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne lorsqu'elle se comporte en matière de droits fondamentaux, ou encore le Comité des droits de l'homme. Et là, justement, je vais déjà avoir une première réflexion. Autre logique, parfois, opposer la vision du droit interne à une vision, ici, qui est une vision du droit européen et international. Voilà ce qu'il en est. Ça se prête à certains sujets, pas à tous. Et puis parfois aussi, ce qu'on constate, c'est que quand on a une réforme, c'est parce que le Conseil constitutionnel est intervenu. Et puis la réforme, elle va résulter de quoi? Un projet, une proposition de loi, c'est pas du tout la même chose. Un projet de loi a 95% de chances d'être ici transposé, de devenir une loi. Pourquoi? Parce qu'il est proposé par le gouvernement avec systématiquement une majorité qui correspond au gouvernement, une majorité parlementaire qui correspond au gouvernement. Une proposition de loi, souvent, parfois, émane de l'opposition et a moins de chances, ici, de pouvoir être adoptée. Alors, bien évidemment, ces différents conseils sont des conseils ici importants, et ces conseils importants vont varier d'une méthode à l'autre. Par rapport aux différents plans types, bien évidemment, il existe des plans types qui sont susceptibles d'exister. Sur l'accroche en elle-même. Sur l'accroche, il faut voir si ça s'y prête. De ce point de vue-là, je dois vous avouer que j'ai dû remettre en cause la façon dont je procédais. J'adore les accroches. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'abord, on prend un auteur qui est passé à la postérité. On ne passe pas à la postérité de son vivant, c'est du moins ce que j'enseignais. Et puis, par ailleurs, on va trouver une citation dans la note de synthèse. Donc, j'affirmais ces choses-là de façon péremptoire parce que ce soit en prépa ou à la fac, je mettais systématiquement un document qui, même en seconde main, allait introduire une citation. Montesquieu, le plus souvent, je ne vous cache pas que j'ai un faible pour Montesquieu. Montesquieu, Zola, et ainsi de suite. Bon, ça s'y prête beaucoup. Certains auteurs sont passés à la postérité de leur vivant. Badinter, pour la peine de mort, en est un. Alors, quitte à paraître un petit peu de ce point de vue-là démagogue ou même de choquer,
Christiane Taubira sur l'aspect, sur la loi mémorielle spécifique de 2001 et passée à la postérité juste sur cette thématique-là, non pas sur les autres aspects, sa carrière politique qui a suivi, parce que là, on passe à la postérité en fait quand on a une loi qui consacre l'œuvre d'une vie. Son œuvre d'une vie, c'était véritablement la reconnaissance de l'esclavage, et de ce point de vue-là, elle a obtenu gain de cause par cette loi mémorielle. Quoi qu'il en soit, par rapport à la citation, je vous disais, il fallait systématiquement une citation. Mais que ne me suis-je trompé de ce point de vue-là? D'abord, c'est faux. N'oubliez pas ce que je vous ai dit à titre préliminaire. À titre préliminaire, je vous ai dit qu'il faut systématiquement qu'il y ait dans chaque note de synthèse, l'exigence première, c'est la neutralité. Je ne sors pas une citation de mon chapeau, je ne force pas une citation. Donc, du coup, il faut que la note de synthèse s'y prête. Si vous avez une note de synthèse, alors je vais essayer de prendre une thématique ici, je sais que ça fera hurler certains, qui me met beaucoup moins cher, par exemple, le rescrit fiscal, mais je ne sais pas d'où on pourrait sortir une citation sur le rescrit fiscal. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il y a des variations. Néanmoins, sur un certain nombre de sujets, la note de synthèse, quand on commence par une citation, c'est toujours préférable. S'il n'y en a pas, on met de façon générale la thématique de la note de synthèse, mais la citation aussi, ce n'est pas nécessairement une citation d'une personne qui est passée à la postérité. Ce que j'entends par là, c'est que si on peut dire selon Badinter est la citation, selon Montesquieu est la citation, c'est vrai qu'on ne peut pas dire même d'un auteur qui est très important dans une matière mais qui n'est pas passé à la postérité, on ne peut pas le citer lui-même, mais on peut lui restituer sa qualité. Je prends un exemple d'une citation, alors d'une personne qui est actuellement au cœur de l'actualité. Cette citation, c'est « qui cite ses sources les tarit ». Ça s'applique ici au secret des sources des journalistes. Cette citation est en fait une citation qui a été retravaillée et son auteur est Nicolas Sarkozy. Si je dis Nicolas Sarkozy ou si je dis Sarkozy et la citation, c'est pas correct. Ce qui serait correct, c'est de dire selon un ancien président de la République, et là je mets la citation. Ça, c'est essentiel. Pourquoi? J'ai replacé la situation également dans un contexte. Un président s'est exprimé de la sorte pour défendre le secret des sources du journaliste. Bon, donc, de ce point de vue-là, vous faites de cette façon-là, vous restituez à la personne sa qualité. C'est un avocat, il s'agit d'un praticien. S'il s'agit d'un professeur de droit, c'est un théoricien du droit, ou c'est la doctrine, ou une partie de la doctrine. Si vous avez un article de doctrine qui est contredit par tous les autres, c'est une doctrine qui est une doctrine isolée. Si par contre il s'agit d'un article de doctrine où vous avez la même idée qui est réitérée, une doctrine majoritaire ou une doctrine dominante, voilà, de façon générale, ce que l'on peut en dire. Alors, il y a un dernier élément que je voulais envisager avec vous, ce dernier élément, sauf si vous avez de nouvelles questions, c'est tout simplement ici la façon d'établir les titres. Et après, ce sera une proposition que je vous ferai. Cette façon d'établir les titres, c'est quoi? Vous pouvez avoir des titres longs, mais il faut travailler les titres, le grand 1 avec le grand 2, et les sous-parties entre elles. Un terme qui se répète dans les titres, ce n'est pas un défaut nécessairement, ce peut être un effet de style que vous essayez de faire. Dans ce cas-là, essayez d'éviter absolument que le même terme se retrouve à la fois dans un titre et dans un sous-titre. Par contre, deux titres qui s'opposent, deux sous-titres qui s'opposent, véritablement ici, vous êtes susceptible d'avoir quelque chose d'absolument essentiel, pertinent et clair. Donc, voilà de façon générale. Alors, bien évidemment, le fait de vous donner des contenus de type, de plan type, etc., c'est quelque chose qui relève davantage de l'enseignement de la note de synthèse de façon approfondie. Il faudrait maintenant que je vous distribue les documents à proprement parler, mais sur la titrisation, plusieurs critères doivent être mis en place. Plus le titre des parties est long, plus les titres des sous-parties doivent être courts, justement. Alors, voilà ce qu'il en est. Il y a une question qui m'est posée, je n'arrive pas à la comprendre, parce que est-ce que les règles appliquées aux commentaires d'arrêt s'appliquent à la note de synthèse? Je ne saurais pas vous répondre, est-ce que vous pourriez être plus explicite de ce point de vue-là? Comme ça, je pourrais vous répondre, mais quoi qu'il en soit, sur le fait d'ordonner ces titres de cette façon-là, l'idée, c'est d'avoir des titres qui soient neutres, qualifiants et clairs. Évitez les « et », les « ou », les « ce », les « cette ». Évitez aussi d'indiquer un article de loi dans un titre, ce n'est pas un bon titre. Évitez les verbes conjugués également dans les titres.
Et il faut ici qu'il soit suffisamment... Alors, quand on dit neutre et problématisé, souvent c'est piégeux. En réalité, c'est neutre dans le sens où ça respecte la note de synthèse. Ne forcez pas la note de synthèse. Il faut respecter la note de synthèse et vous efforcer de faire justement quelque chose qui est, ou un exercice qui est optimal. Alors, j'espère que ce Facebook Live vous aura été utile. Je vais m'efforcer assez rapidement de le mettre sur ma chaîne YouTube, qui est à mon nom, hein, Michael Benyelouche. Je vous invite bien évidemment ici à ne pas perdre espoir par rapport à la note de synthèse. L'idée c'est quoi? C'est que vraiment c'est une épreuve qui est... Il faut prendre le truc, et il faut surtout que vous inventiez votre propre méthode. Vous êtes certainement entouré dans votre façon de préparer par un certain nombre de pédagogues. Allez à leur rencontre, composez. Je conseille ça aux étudiants de Sud Barreau, c'est-à-dire que moi ce que je leur dis c'est surtout si vous n'y arrivez pas, rendez votre copie, prenez-vous un 3, un 4, c'est mignon, c'est la bonne période pour se faire. Hein, il fait moche dehors, etc. Si vous avez une mauvaise note, c'est là où on apprend le plus. Quand rien ne va, c'est à partir des conseils que vous pourrez progresser et bâtir votre propre méthode. Et après, il faut un peu tâtonner. Il y a des pédagogues qui vont vous aider à vous guider dans la bonne direction. Alors, voici ce que je vous propose, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui sont posées. Pourquoi pas faire un nouveau Facebook Live sur certaines des thématiques de la note de synthèse? Et une nouvelle fois ici, avant d'avoir quelques commentaires désobligeants qui ne manqueront pas d'intervenir, je vous livre simplement ma façon de procéder. Cette méthode-là, c'est une méthode qui absolument et totalement pragmatique et non pas dogmatique. Je n'applique ni la méthode littéraire ni la méthode scientifique. Simplement, ce que je fais, c'est que j'essaye en fonction de mes qualités et de mes innombrables défauts de vous livrer une méthode, ma méthode. Régulièrement, je délivrerai sur cette page Facebook un certain nombre de conseils méthodologiques, pédagogiques, sur différentes thématiques. N'hésitez pas à susciter différents points. L'objectif étant simplement de vous aider. Voilà, et puis j'espère que j'en croiserai un grand nombre d'entre vous prochainement, avec la parution donc, de cet ouvrage ici, Chronique d'un maître de conférence. Je vous dis à très bientôt et une très bonne continuation à tous. Au revoir, merci.